Alors, bien, nous terminons en fait presque les interventions de la journée avec le témoignage de Hervé Comensoli, donc, qui va nous parler de son expérience personnelle vécue dans cet espace particulier qui est la Nouvelle-Calédonie. Merci. Eh bien, bonsoir à nos amis calédoniens, plutôt bonne nuit pour celles et ceux qui ont encore pu lutter contre le sommeil. En tout cas, je les en remercie. Je ne doute pas que certaines ou certains d'entre eux vont me reconnaître après les quelques années que nous avons pu passer ensemble. En tout cas, merci à vous toutes et tous d'être présents ici aujourd'hui et à Christophe Cheza et Caroline de m'avoir fait confiance et de me proposer d'intervenir aujourd'hui. Et merci aux internautes qui nous suivent par Zoom en direct et espérant pour eux que la connexion tienne le coup. Une expérience personnelle que je vais vous présenter sous forme d'un triptyque. Vous allez voir défiler tout au long de mon discours. Naturellement, après, je répondrai à toutes les questions. Beaucoup d'images, des images qui reflètent une partie de 10 années, presque 11 années passées sur le Caillou. Ce triptyque, pourquoi je parle de triptyque? Parce que d'aucuns dira que c'est une expérience un petit peu atypique. Certes, l'atypisme, c'est quelque chose qui pourrait me caractériser dans le sens où j'ai cumulé une carrière militaire avec une carrière industrielle, donc très orientée entreprise, puis une carrière d'enseignement en parallèle. Aujourd'hui, je suis avocat, docteur en droit, et je vais aller officier donc, sur le barreau de Saint-Denis de la Réunion et en même temps de Montpellier. Je démarrerai mon préambule par vous dire que la Calédonie, on n'y vient pas par hasard. Pour reprendre un épisode d'un film assez connu, moi j'y suis allé en pleurant, mais je suis reparti de la Calédonie en pleurant. Alors, vous voyez, bon, il va y avoir pire. Dans tous les cas, on en ressort toujours quelque chose, même si on n'y passe que 3 mois, 4 mois, ou 10 ans, ou 20 ans. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui reste gravé. La Calédonie, il faut l'entendre comme une particularité juridique, territoriale, extrêmement très singulière. D'ailleurs, juridiquement, comme on veut, c'est un statut particulier appelé sui generis et qui a son propre titre. C'est accès au titre 12 de la Constitution. Et en tant que tel, ce n'est pas une collectivité locale classique ni une métropole. Non. Il s'agit bien d'une collectivité particulière, territoriale, au même sens qu'on peut le rencontrer pour la Polynésie, avec ses perspectives. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque je parlerai de sa constitution comme son gouvernement, son congrès, son sénat coutumier, etc. Bien. Je suis arrivé donc en Calédonie en tant que militaire, gendarme précisément, et les photos que vous découvrirez derrière montrent beaucoup de survols aériens, de photos aériennes, puisque j'étais affecté sur hélicoptère en tant que sous-officier et chargé du treuillage, du copilotage, de la navigation et puis de tout ce qui était système d'avionique. J'avais déjà au préalable une expérience dans l'aéronaval, j'avais déjà un parcours militaire assez apuré là-dedans. J'ai passé dans ce domaine 4 années. 4 années à survoler la Calédonie de long en large et en travers. 4 années à passer mon temps sur les îles comme Lifou, Ouvéa et Marais, qui sont les 3 petites îles qui sont au large de la Grande Terre, plus communément appelée le Caillou, avec au nord même de l'île les îles Bélep. Les îles Bélep, c'est sûr, c'est pas très encourageant pour le métropolitain qui arrive d'y aller, mais ça vaut le coup d'œil. Si on cherche un certain dépaysement ou certains routiers, il faut y aller. Les missions de gendarmerie sur hélicoptère et même de toute façon pour les brigades territoriales sont très axées secours, assistance à la population. Et en même temps, oui, on fait du judiciaire. Ça se veut en gendarmerie, on fait quand même du judiciaire. Le judiciaire, ce n'est pas forcément l'arrestation de délinquants sur la route ou l'arrestation de délinquants qui ont commis des crimes, délits, autres vols, mais c'est aussi la particularité de Calédonie, c'est le cannabis. Ce sont les champs de cannabis. Et là, nous avons régulièrement, mensuellement, beaucoup d'opérations parce que c'est un vrai fléau.
J'y reviendrai après. Les opérations aériennes, c'est aussi la surveillance des côtes maritimes. Alors là, c'est fait conjointement avec la Marine nationale, mais bon, chacun surveille un petit peu la forte pénétration ou pas dans les limites territoriales. Et enfin, une autre spécificité de l'engagement gendarme en Calédonie, c'est le recueil du renseignement auprès des tribus. Parce que la Calédonie, c'est bon an, mal an, 260-265 000 habitants. Bon, je n'ai pas les derniers chiffres de recensement, mais il y a en 2005-2006, quand j'y arrive, il y a environ 250 000, 255 000 habitants, dont une centaine de mille sur Nouméa. Donc, c'est vous dire que sur cette île très étendue, il y a une paupérisation qui peut se faire dans les aires coutumières, donc dans les tribus Kanak. Et les tribus Kanak, eh ben, elles ne vont pas à Carrefour Market tous les matins, parce qu'il n'y en a pas. Elles vont dans un petit local pour essayer de se rapprovisionner. Mais en tout cas, elles apprécient notamment sur ces îles, sur les îles Loyauté, de voir un hélico arriver. Alors quand ce n'est pas un hélico de l'armée, c'est-à-dire un Puma, un super Puma, eh ben, c'est l'hélico gendarmerie. À l'époque, c'était l'écureuil. Aujourd'hui, c'est un EC-135. L'avantage et le plaisir pour eux, c'est de voir arriver des choses pour les aider. Alors, ce n'est pas forcément des marchandises, ce n'est pas forcément de la nourriture. Ça peut être d'autres aides, ça peut être même rien qu'un soutien humain, parce que vous vous retrouvez globalement sur une île comme Lifou, au nord de l'île, avec 2-3 tribus, quelques clans, et qui n'ont pas forcément vu quelqu'un de la Grande Terre depuis plusieurs semaines. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand il y a des périodes cycloniques, ça peut arriver quand il y a des difficultés de transport, de logistique, etc. Donc ça, c'est une des missions humaines très importantes des armées, mais aussi de la gendarmerie, dans son quotidien. Ça, je l'ai vécu vraiment de très près. Vous voyez, dans mon dos défilent ces photos très, très typiques de la culture kanak. Elle est présente, elle est omniprésente. Ce sentiment mélanésien d'appartenance à la terre, là le cœur de veau qui défile sous vos yeux, on va le ressentir tout au long du quotidien. Et moi, je vais le ressentir de manière prégnante pendant ces 10 années. Pourquoi on le ressent très fort? Puisque dans le domaine institutionnel, la Nouvelle-Calédonie est régie par une loi organique. Elle est régie par une loi organique de 1999, très exactement du 19 mars 1999, qui fixe le fonctionnement institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce fonctionnement, on parle du droit coutumier. Et quand le gendarme arrive dans les aires coutumières, arrive dans les tribus, il ne peut pas appliquer le fonctionnement qu'on trouve classique en métropole, avec soit de la bienveillance, de la prévention ou même de la sanction. Ça ne marche pas comme ça. On doit se plier au rituel kanak. Le rituel kanak, il est très particulier. Il fonctionne avec l'aire elle-même, il fonctionne avec la tribu, il fonctionne avec des grands chefs, avec des petits chefs. Et n'allez pas penser qu'on peut s'adresser à kanak librement comme ça. Non, il y a tout un rituel qui passe par un interlocuteur qui va prendre la parole pour le chef. Vous ne vous adressez pas au chef, parce que d'abord, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle la coutume. Et la coutume, c'est quelque chose de très important quand vous pénétrez dans une aire coutumière, quand vous pénétrez sur un sol kanak. Le sol kanak, c'est le droit de la terre, c'est leur droit coutumier, et on ne peut pas revendiquer une appartenance étatique. Là aussi, j'en parlerai tout à l'heure, sur les divisions territoriales qu'il peut y avoir entre des terres qui appartiennent à l'État, des terres qui appartiennent aux provinces, des terres qui appartiennent à la ville. Si on prend la ville de Nouméa, par exemple. Et là, la revendication kanak est une revendication quand même permanente et qu'on a encore pu entendre lors des 3 votes pour le référendum. C'est leur droit du sol, c'est leur appartenance, c'est ce qu'ils revendiquent en priorité. Et donc, ils vous demandent de faire cette coutume. Vous entendrez parler, ce n'est pas une légende, je l'ai vécu, vous arrivez avec ce qu'on appelle un manou. C'est une sorte de paréo un peu tahitien, une version calédonienne. Vous arrivez avec un paquet de cigarettes. Alors, on peut penser que les mecs qui fument de moins en moins, c'est faux. Ce paquet de cigarettes, toujours son importance. Et un billet
de 1000 francs pacifiques. Voilà. La coutume, ça se passe comme ça. Et il y a un échange. Et il y a un échange qui va s'inspirer comme ça avec le grand chef, qui va vous accueillir. Et ça, c'est votre point d'entrée. C'est de dire, vous êtes accueillis, on vous laisse faire. Et de la même façon, quand il faudra venir arrêter un délinquant commis un délit, une infraction, etc., il y aura ce même passage. Il y aura le respect de l'autorité, le respect de l'institution. En échange, on doit avoir le respect de l'institution kanak, de leurs droits coutumiers, et eux nous apportent la personne en question. Donc ça, sur ces 4 années, on passe beaucoup de temps à faire ça, beaucoup de temps au quotidien à palabrer. Vous entendrez souvent parler de palabre. Ce vocabulaire palabre, on veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut passer plusieurs heures assis à discuter, en pensant qu'on va obtenir des réponses. Quelquefois, les réponses sont tellement nuancées qu'on finit par vous dire que ce sera demain. Et là, je viens là-dessus parce que cette notion du temps, c'est une notion du temps qu'on retrouve aussi dans certains pays orientaux. La mesure du temps n'est pas la mesure du temps européenne que nous, on peut avoir en tant qu'occidentaux, mais bien une mesure du temps particulière. C'est que demain, ça peut être dans 1 heure, et ça peut être dans 3 mois. Ça, quand un brigadier, sous-officier de gendarmerie, est dans le cadre d'une enquête préliminaire, il n'a pas forcément 3 mois devant lui pour mener à terme les auditions ou recueillir des éléments de renseignement. Okay. Donc, il faut aussi il faut faire avec ça. Il faut l'avoir en tête, c'est particulier, mais quand on le sait, finalement, on s'en sort plutôt pas mal. Une des choses qu'on fait beaucoup dans ce cadre militaire, c'est les interventions, le secours en mer. Le secours en mer est quelque chose qui est très prégnant parce que le lagon, là aussi, pour ceux qui seraient des experts sur la navigation hauturière ou même côtière, il y a des complexités qu'on ne trouve pas en Bretagne, ceux qui naviguent en Bretagne ou en Méditerranée. Non, l'effet des coefficients de marée en surprend plus d'un. Le fait de sortir de la barrière de corail, vous verrez, il y a certaines photos où vous avez de grandes ouvertures sur la mer. Là, on est sur la barrière et là, d'un coup, vous êtes dans l'océan. Et avec cet effet de remontée de marée, beaucoup de bateaux se sont retrouvés piégés comme ça, en fin de journée, à être échoués ou à bien racler certaines patates, comme on dit grossièrement, et ne pas pouvoir rentrer et appeler les secours. Donc, voir une avarie et là, du coup, même appeler l'hélicoptère. Donc là, l'hélicoptère intervient, évidemment. L'hélicoptère, évidemment, n'intervient pas. Je vous disais tout à l'heure, je parlais des stupéfiants, parce que le fléau, enfin, 2 fléaux que j'ai bien vus pendant ces années, circulent dans les tribus à cause de l'isolement, à cause de la paupérisation, à cause du manque d'éducation, qui n'est pas une éducation européenne comme nous, on veut l'inculquer, vraiment métropolitaine, bien comme eux, ils la conçoivent. La tendance est de se désœuvrer sur le stupéfiant, le cannabis et l'alcool. La forte consommation d'alcool pendant le week-end crée beaucoup de tensions, fait beaucoup d'interventions de gendarmerie, de police, parce que bon, la police nationale, évidemment, en métropole, sur les grandes villes comme Nouméa, font que, il y a beaucoup de violence conjugale, de violence intraconjugale. Malheureusement aussi déplore beaucoup d'inceste. Je pense que les chiffres malheureusement pas plus évolué depuis, mais voilà, le panorama, hélas, n'est pas très joli, mais qui fait partie de ce lot, qui fait partie du quotidien, de l'isolement. Et encore une fois, que vous soyez sur le nord de l'île, au large de Touault, que vous soyez proche des Bélep, que vous soyez à Koumak, comme le dit Tim Seat dans son sketch, ben c'est vrai, oui, c'est vrai que les moustiques là-haut, ils vous piquent à travers le pantalon, à travers les chiffres. Et ça, je ne le croyais pas quand je suis allé à Koumak en 2007. Mais je vous confirme bien que les moustiques, ils sont balèzes. Et que ce n'est pas le 5-5, autrement appelé
le métropolitain qui arrive est de 5,5, mais ce n'est pas le 5,5 anti-moustique qui fait son effet. Parce que là aussi, une des problématiques qu'on rencontre en tant que militaire quand on arrive, gendarme, c'est qu'on vient là pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et une des difficultés, c'est que la rencontre avec, entre guillemets, les autochtones va poser un problème. Pourquoi? Parce qu'on vous regarde un petit peu comme le colon. Et c'est le discours qu'on entendra tout au long, depuis 88, depuis les accords de Matignon-Dino, depuis 98, avec les accords de Nouméa. Ce reproche qui est fait encore aujourd'hui, si on écoute le discours du président du Congrès Rocco-Imitant ou de Louis Mapou, président du gouvernement. Donc vous avez deux présidents Kanak, 2 présidents qui sont en faveur de l'indépendance. C'est intéressant vu le résultat du 3e référendum. C'est important de souligner. Ben, malgré ça, on a vis-à-vis du Soleil, du métropolitain, une crainte qui se comporte comme il se comportait sous l'appellation 5,5, qui était le coefficient de correspondance entre le franc et le franc pacifique à l'époque. L'euro, c'est plus le même taux de conversion, mais cette appellation était là, puisqu'elle était en vue comme quelqu'un qui venait un peu révolutionner, comme quelqu'un qui était attaché à sa bourse, etc., et puis qui voulait un peu soumettre les idées tribales. Bon. Une fois qu'on a dépassé ça, une fois qu'on est vraiment présent, une fois qu'on a montré de l'humilité, une fois qu'on a montré qu'on était capable de se mettre à leur niveau, et comme les photos qui sont derrière moi sont les photos de tribus qui sont prises justement sur les îles, notamment les Fous, une fois qu'on est capable d'aller là, une fois qu'on est capable d'aller rencontrer les populations, alors, là c'est le trop tortue. Le discours change. L'œil de la population mélanésienne à l'égard de l'Européen change complètement. Alors, en étant gendarme, on est dans une espèce de société à part aussi, parce qu'on vit en caserne. Parce que quand on est en Nouvelle-Calédonie notamment, et suite aux événements qu'il y avait eu en 88 avec les 19 à Ouvéa, c'est vrai qu'il y avait une certaine parano de dire, bon, est-ce qu'il y aura encore une attaque d'une brigade de gendarmerie? Est-ce qu'encore on aura des événements? Ça, c'est même encore en 2016, quand je quitte le Caillou, c'est toujours présent. C'est indéniable. Et donc, on se resserre entre nous, on essaie de discuter entre militaires. Et on n'a pas forcément toujours l'œil aguerri sur ce qui peut se passer à l'extérieur. La chance que j'ai eue, et j'en viens sur mon 2e volet, c'est que dès 2007, j'étais déjà docteur en droit, je me suis présenté à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour enseigner. Parce que j'avais ce souhait, ce besoin de transmettre. Et là, c'est là où je vais découvrir encore beaucoup de choses. Parce qu'à partir de début 2007 jusqu'en 2015, je vais vraiment découvrir la jeunesse calédonienne. La jeunesse calédonienne, ce n'est pas seulement la jeunesse kanak, ce n'est pas seulement la jeunesse caldoche, vous savez, l'appellation caldoche, issue du 19e siècle, où les déportés de droit commun, enfin, criminels de droit commun étaient envoyés en Nouvelle-Calédonie, un peu comme on en envoyait d'autres, le bagne de Cayenne, pour être sûr de toute façon qu'ils ne reviendraient pas. Et puis, c'est vu comme ça, c'est leurs ancêtres. Et ces deux, je ne peux pas parler de culture, je dirais que je ne parlerai pas non plus de communauté. Ces deux nuances, la population kanak et la population caldoche, se confrontent depuis la nuit des temps sur les terres, sur la revendication des terres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Kanaks revendiquent leur appartenance au sol. Les Caldoches disent, mais nous, on cultive, on est venus, on est là, ça fait des décennies et des décennies de nos ancêtres qui sont arrivés comme des bagnards. On a acheté, on a payé ces terres. Elles sont à nous, on ne veut pas en partir non plus. Donc, il y a toujours une petite rivalité comme ça. Et, de manière satellite, on va avoir d'autres populations qui arrivent, évidemment, en Nouvelle-Calédonie. Et en Nouvelle-Calédonie, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je parle de management multiculturel, c'est qu'en face de vous, vous avez des personnes qui viennent du Vanuatu, alors évidemment qui est très proche, et qui a quand même les mêmes origines mélanésiennes, des populations qui viennent des îles Samoa, des populations qui viennent des îles Salomon,
Nous avons Fidji, nous avons Wallis et Futuna, extrêmement présent. Hein. Vous avez vraiment la grosse communauté wallisienne, futunienne, en même temps que vanuataise, très présente en Nouvelle-Calédonie. Parce que quand vous regardez l'île de Wallis et Futuna, c'est très petit, des Tongiens, et puis beaucoup d'Indonésiens. Alors, les Indonésiens, je les mets un peu de côté, je reviendrai tout à l'heure sur l'épisode industriel, pourquoi je n'en parle pas de suite. Ces jeunes vont à l'université. Tout à l'heure, je vous ai dit, la Nouvelle-Calédonie, elle est singulière. La Nouvelle-Calédonie, c'est une collectivité à part. La Nouvelle-Calédonie, elle a son titre dans la Constitution. La Nouvelle-Calédonie, là, c'est velléité d'indépendance, d'autonomie. Bon, on pourrait y revenir aussi. Mais la Nouvelle-Calédonie, elle a eu le transfert de compétences, toujours suite à la loi de 1999 relative à l'ANC, son fonctionnement, et puis après, les accords de Nouméa étaient prévus qu'il y ait le transfert de compétences, tout sauf régalienne, même si, effectivement, une partie des pouvoirs régaliens sont plus ou moins transférés. Si on regarde bien sur la monnaie, si on regarde bien sur la police, puisqu'il y a quand même une école de police maintenant à Nouméa, bon, il y a quand même plus ou moins certaines, même sur le trésor, sur le contrôle de l'immigration, bon, il y a quand même des choses qui sont très typiquement tout le reste est transféré. L'enseignement, l'éducation, le droit civil, le droit commercial, etc., a été transféré. On a eu ce transfert de compétences entre 2008 et 2014. Difficile, mais fait. Donc, à partir de là, une loi française ne s'applique pas automatiquement stricto sensu direct. Il faut qu'il y ait derrière une loi ordinaire, il faut qu'on ait une loi relative pays qui dise, ben voilà, la loi française qui a été votée, on va l'appliquer sur le territoire. Derrière ça, le transfert de l'enseignement est important parce que cette jeunesse, comme je vous disais, multiculturelle, elle n'a pas la chance que peuvent avoir d'autres communautés ou d'autres populations ailleurs d'être en phase de l'enseignement. Et c'est tout l'enjeu de l'éducation, c'est tout l'enjeu de l'enseignement sur cette île, parce que sur des parties de tribus, je vous ai dit, il y a 8 aires coutumières, donc ça veut dire 8 langues vernaculaires, donc 8 façons de parler le kanak de manière très différente, et pas forcément une proportion à vouloir parler la langue française, et encore moins la langue de Shakespeare. Et que derrière, il y a besoin d'énormément d'accompagnement. Pourquoi? Parce qu'il a été mis en place, ça je l'ai vécu dans l'enseignement notamment à l'université, ce qu'on appelait le semestre d'aide à la réussite. C'est un super système, difficile à mettre en œuvre, qui ne va pas forcément donner les résultats qu'on pouvait espérer, parce que j'en ai vu notamment entre 2007 et puis surtout 2012, mais on permettait à un élève qui venait d'avoir le bac de faire en 2 années la première année de fac, notamment à la fac de droit. Il faut savoir aussi que l'université de Nouvelle-Calédonie s'est enrichie depuis, mais dans cette période-là, permettait aux étudiants d'aller en licence de droit, en licence d'économie, en licence d'histoire, géo, ou même en fac de lettres aussi. Il n'y avait pas beaucoup de masters à proposer. C'était vraiment un marché. Depuis, les choses sont considérablement améliorées. Il y a même eu certains BTS, etc. Donc, il y a même des classes prépa maintenant dans les lycées. Et même si vous regardez aussi sur le focus lycée, vous entendrez parler du lycée de la Pérouse, qui, entre guillemets, c'est assez prestigieux à Nouméa. Vous avez le lycée du Grand Nouméa. Et on ne parle pas trop des lycées d'Okamo. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à essayer de stigmatiser et puis d'enfermer la population kanake dans ce genre de lycée. Ce qui est dommage parce que derrière, quand on les trouve à l'université, il y a ces difficultés vis-à-vis de la langue. Mais surtout, une des matières, puisque j'avais la chance d'enseigner le droit constitutionnel, le droit civil, mais ce qui était intéressant d'un point de vue humain, d'un point de vue relations humaines, c'était d'enseigner la méthodologie de travail universitaire, la méthodologie de travail et la communication orale. Et je
comme je l'ai dit, dans les 4 premières années, je n'ai pas trop ressenti, mais enfin, si c'était à partir de la moitié quand j'ai commencé à donner des cours. Quand vous avez en face de vous des personnes qui ont une culture, qui ont une façon de vivre extrêmement différente, vous vous surprenez à leur enseigner la communication orale parce que c'est pas dans leur, comme je vous l'ai dit, c'est pas dans leur rituel. Vous ne pouvez pas demander à un jeune Kanak de vous regarder droit dans les yeux et de vous parler. Vous ne pouvez pas demander à un jeune Kanak d'arriver ici, de prendre la parole et de vous parler. C'est extrêmement difficile. Et puis, on ne lui a pas appris. Et puis surtout, on lui a dit qu'il n'allait pas le faire. Et puis, on lui a dit que s'il devait parler, il devait s'adresser à celui qui représentait le chef, ou le petit chef, ou le grand chef. Donc, vous voyez, le parcours universitaire pour un jeune Kanak, très compliqué. Alors là, il est plus facile pour un Kalmage, parce que lui, il vit déjà dans un environnement, entre guillemets, un peu européanisé, qui comprend mieux les choses, qui est développé, etc. Pour les autres, les Wallisiens et les Fusuniens ont compris qu'il fallait, pour pouvoir progresser, rentrer dans la vie active, ça passait par l'obtention de diplôme. Alors, diplôme général ou métier manuel, parce que ce qui est bien, ce qui est un formidable système en Calédonie, on a un véritable laboratoire en Calédonie. On a un laboratoire non seulement juridique, mais on a un vrai laboratoire humain. On a un vrai laboratoire d'expérience. On a la chance qu'en Calédonie, il y a beaucoup de fonds de l'Europe, des fonds FEDER, et des fonds aussi nationaux, qui permettent de privilégier ça, d'accentuer des formations. Vous avez beaucoup de systèmes de formation. Je parle du semestre d'aide à la réussite à l'université, mais en parallèle, on avait le système des 400 cadres, qui est devenu Cadre Avenir, qui permettait à des personnes qui étaient déjà dans la vie professionnelle de revenir suivre un cursus de formation pour passer des diplômes et venir en métropole suivre un cursus. Ça aussi, ce sont des choses qui sont vraiment un appui pour la population. Encore une fois, je me répète, on a peut-être du mal à le concevoir, mais quand vous habitez UVA, ben, vous ne venez pas tous les jours sur la grande terre. Pas parce que vous n'avez pas de moyens financiers, le bateau, ça prend toute une nuit, vous n'avez pas les moyens de payer le billet d'avion, qui coûte à ce moment-là plus de 25 000 francs pacifiques. Je vous laisse faire la conversion. Et donc, du coup, ben, finalement, vous n'allez pas à l'information. L'information, si elle ne vient pas à vous, vous n'irez pas. Et donc, si vous restez dans ce cocon, vous enfermez avec vous-même. Et ben, comme je vous l'ai dit, le cannabis étant facile, l'argent pour l'obtenir, facile aussi, la consommation d'alcool, et puis ça se mord la queue comme ça et on n'en sort pas. Donc ça, ce sont des points vraiment essentiels. Hein. J'insiste là-dessus parce que l'enseignement a vraiment une grosse valeur en Nouvelle-Calédonie, notamment quand j'ai eu aussi la chance d'enseigner à la Chambre de commerce, à l'équivalent de l'école de gestion commerce du Pacifique aussi. Et là, j'enseignais du droit commercial, du droit des sociétés, du droit des affaires, pour des BTS. Alors forcément, là aussi, on pourrait faire une étude sociologique. On voulait, depuis déjà 2007, permettre aux jeunes Kanaks d'accéder, et ça, c'est dans les accords de Nouméa, je n'invente rien, enfin, je veux dire, depuis 1998, il était écrit, il était convenu que la jeunesse Kanak devait pouvoir accéder à des postes, des hauts postes institutionnels en Nouvelle-Calédonie, des hauts postes dans l'industrie, des hauts postes dans les entreprises, mais pour ça, ben, il faut aller à l'information, il faut aller à la formation. Donc là aussi, on leur permettait, à la Chambre de commerce, on leur permettait au CNAM d'avoir un programme dédié et d'accompagnement. Encore une fois, faire un BTS en 3 ans, par exemple, c'est quelque chose qui était tout à fait admissible. En plus, parallèle de ça, c'est que, ça a été dit dans les interventions tout à l'heure, il y a les JDC, appelés encore avant JAPD. Moi, j'ai eu la chance aussi d'intervenir lors de ces journées. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que finalement, on se déplace partout, on se déplace sur les îles, on se déplace, on est à Nouméa, mais on se déplace à Bourail, sur la côte ouest, on se déplace sur la côte est, à Yengen, etc. On va partout. Là aussi, on rencontre encore des jeunes. On rencontre ces jeunes qui ont 18 ans,
17 ans, 16 ans, et c'est l'occasion de discuter avec eux, parce que certains, déjà, ne viendront pas à Nouméa, parce que voilà, ils ont arrêté les études au lycée, ça ne les intéresse pas d'aller plus loin, ils ne veulent pas aller plus loin, on ne les pousse pas à aller plus loin. Et là aussi, c'est un moyen formidable de ce recueil d'informations et de renseignements sur leur fonctionnement au quotidien, parce que le troisième élément, je n'ai pas encore parlé, il y a beaucoup d'usage des armes. Avoir une arme en Calédonie, c'est un petit peu comme aux États-Unis. Alors, je ne dis pas que c'est aussi facile, mais il y en a beaucoup. Et là, c'est dans leur culture. La chasse, la pêche, c'est dans cette culture de vivre avec la terre, de vivre avec la mer et de se subvenir soi-même, d'être dans l'autosubsistance. Et pour être dans l'autosubsistance, eh bien, il faut effectivement savoir pêcher et chasser. Bon, pour aller chasser, il faut des armes. Et là aussi, il y a des flux d'arrivée d'armes par les airs, principalement par les mers, évidemment, sans dévoiler de secret. Mais voilà, il y a beaucoup de passages, en tout cas, beaucoup d'armements. Ça, c'est une autre position très prégnante. On trouve aussi cette jeunesse dans la réserve opérationnelle, un petit peu, petit à petit. Alors, davantage maintenant, mais dites-vous bien que, vous voyez, encore 15 ans en arrière, elle n'était pas omniprésente. Même la population caldoche n'était pas omniprésente non plus là-dedans. Par contre, on voyait beaucoup de Vanuatais, on rencontrait beaucoup de Wallisiens, de Futuniens, qui, eux, ont compris que pour partir, pour quitter l'île, pour avoir une sorte de meilleur avenir, il faut aller en métropole. Alors certains, il fallait aller en métropole, d'autres s'accrochaient à d'autres programmes qui ont été financés aussi avec l'Europe pour envoyer des jeunesses calédoniennes, parce que qui dit jeunesse calédonienne, veut me dire regrouper toutes celles et ceux qui sont nés sur le territoire calédonien, donc Kanak, Caldoche, etc., Wallisiens, peu importe, et qui sont nés sur place et qui demandaient par exemple à partir faire des études au Canada. On a eu pendant longtemps cette facilité de partir après son bac ou après un diplôme technique, un CAP, un BP, etc., de pouvoir partir étudier au Canada. Ça aussi, c'était apprécié. Ce qui était aussi apprécié, c'est le SMA. Donc, je ne sais pas si ce matin, je n'ai pas en tête si ça a été évoqué ou pas par les prises de parole, mais le SMA est un élément pour la jeunesse extrêmement important. Le service militaire adapté est quelque chose qu'on ne voit pas forcément ailleurs, mais qui, là-bas, sur la côte ouest, a son importance par rapport à un civisme que ça va apporter, par rapport à des connaissances que ça va apporter, par rapport à une émulation que ça va apporter. Donc, encore une fois, cette notion éducative, cette notion d'enseignement est extrêmement enrichissante. Et je pense, enfin, certains enseignants, si même en Calédonie, diront ou pas, c'est très, très riche d'avoir en face de soi ces jeunes qui n'ont pas du tout le même univers ou n'arrivent pas avec la même histoire que ce qu'on a l'habitude tout simplement, communément, de rencontrer. Comme je vous l'ai dit, j'avais un triptyque. Le troisième triptyque étant l'industrie. J'ai arrêté mes fonctions en 2010. J'étais donc encore sur Helico et à la fois, je travaillais à la cellule renseignement de la gendarmerie, ce qui me permettait, entre autres, aussi de travailler avec les autres services interarmes et du ministère de l'Intérieur, une activité que j'ai pu mener jusque 2015. Donc, ça me permettait d'être le référent intelligence économique, et ce qui va être ma fonction principale dès 2010, lorsque je quitte mes fonctions et que je pars comme conseiller du maire, notamment au service domaine et à l'urbanisme à la ville de Nouméa, où là, je vais voir un autre volet. Avant de rentrer vraiment en 2012 dans la fonction de directeur industriel, je vais voir le volet politique, je vais l'appréhender de plus près. Je l'appréhendais déjà parce que j'étais aussi en charge de la revue juridique, économique et politique de la Nouvelle-Calédonie depuis 2007. Pareil, j'ai toutes ces années chargé de la communication, écrire quelques articles. Ça me permettait de faire beaucoup d'interviews radio, donc sur toutes
des radios locales et puis télévisées, mais en même temps, donc, toujours d'être à la rencontre de la population calédonienne. C'est toujours pour moi le modèle qui m'a permis d'avancer, d'être proche de cette jeunesse, 18-25 ans, qui aujourd'hui est la jeunesse qui a sûrement réfléchi quand elle a mis son bulletin dans l'urne, puisqu'elle doit avoir dans les 30-35 ans, et qui, comme c'est dit dans les accords, son destin en main, ce destin commun. Le destin commun, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent quand on est en Calédonie. On l'entend depuis les événements 88, évidemment, depuis les accords Matignon, mais vous l'entendez encore plus régulièrement parce que c'est une revendication indépendantiste de dire oui, nous on veut notre territoire, nous on veut gouverner, nous on veut être les chefs. Aujourd'hui, ils ont des postes au Congrès, ils ont des postes au gouvernement, ils ont des postes dans les provinces, parce que ce n'est pas, évidemment, comme je vous ai dit que c'était une collectivité singulière, on n'a pas un conseil régional, on n'a pas un conseil général, on n'a pas le département. Non, on a la Nouvelle-Calédonie, on a 3 provinces, la province sud, la province nord et la province des îles. La province des îles qui regroupe les 3 îles, Marais, Lifou, Béarn. Et donc derrière, au sein de ces provinces, vous avez un fonctionnement de gouvernance. Vous avez un congrès qui est l'équivalent de notre Parlement, et vous avez un gouvernement qui est comme notre gouvernement, avec un président de gouvernement, vous avez un président de congrès et qui vote les lois de pays. Donc, il détermine, depuis le transfert des compétences, que je vous ai dit tout à l'heure, qui détermine ce fonctionnement de la Nouvelle-Calédonie et qui donc permet, notamment au maire aussi, qui lui reste sous un système étatique classique, de discuter sur le sol, sur les clivages, sur les limites, sur le bornage. Parce qu'il y a, ce que j'ai découvert en étant au service du domaine, notamment, c'est la difficulté que rencontre l'État sur les terres qui lui appartiennent, revendiquées par les Kanaks, pour dire que ça, finalement, c'est à eux que ça appartient et qu'on devrait leur restituer. Une partie des terres qui appartiennent aux provinces, notamment si on parle de Nouméa, c'est la province sud, et puis les terres qui appartiennent à la ville, tout comme toute ville qui a son territoire, il y a une partie des terres qui lui appartiennent. Donc là, c'est là où la subtilité juridique prend toute sa place, et on doit réfléchir à des conventions. Il y a beaucoup de rédactions de conventions d'occupation. Il y a beaucoup de rédactions de conventions de partage. Il y a beaucoup de rédactions comme ça, de conventions, de contrats, de mise à disposition. Chose qu'on ne voit pas trop en métropole. Et donc ça aussi, permettre de ces subtilités très, très singulières. Le fonctionnement, vous avez entendu parler du gel du corps électoral. Le président Chirac était à l'origine, qui a laissé augurer après les accords de Nouméa, en 1998, de dire, voilà, il fallait être né présent avant 1998 à Nouméa pour pouvoir voter et prétendre, etc. Bon. Ça aussi, on l'entend régulièrement, de 2007 jusqu'à 2014, et notamment en 2014, on savait qu'on rentrait dans le processus d'autodétermination et qu'il allait avoir ces 3 votes. On savait que c'est des discours quotidiens. Ces discours quotidiens excitent un peu les foules, excitent la jeunesse. C'est pour ça que je reviens sur mon focus jeunesse, parce que c'est cette jeunesse qu'on trouve dans la rue, c'est cette jeunesse qu'on va trouver sur Lansvata, qui est la plage la plus connue de Nouméa, qui désœuvrait le soir et notamment le week-end, sous couvert d'avoir du stupéfiant, de l'alcool, va dégénérer et on a des agressions. Et ça, ces choses-là, cette délinquance nocturne, de week-end, etc., malheureusement, va vraiment augmenter. Et c'est quelque chose que j'ai pu voir malheureusement monter en puissance sur 10 années. De certains qui diront, moi j'ai connu la Calédonie dans les années 2000, moi dans les années 90, etc. On pouvait laisser une voiture ouverte, un appartement ouvert. C'est terminé. C'est terminé parce que le clivage social, le clivage économique a créé tout ça. Cette notion d'autodétermination, cette notion de vouloir accéder à une certaine autonomie a engendré une jalousie, a engendré une médisance, a engendré un mal-être. Donc tout ça cumulé,
on se retrouve avec une jeunesse désœuvrée qui ne va pas en cours, qui ne travaille pas et qui doit bien essayer de trouver des moyens financiers pour se payer soit l'alcool, soit le stup pour le week-end. C'est QFD. Derrière, on a les parents. Et quand les parents les rencontrent quand on est en charge du fonctionnement au sein de la ville, donc moi c'est ce que j'ai fait jusqu'à fin 2011, c'était un choix de faire ça, d'être proche des élus, et puis de rencontrer. Bon, on perçoit ces difficultés, on perçoit ces revendications, et on s'aperçoit que pour faire passer des messages, même si le maire doit sortir, écrire un arrêté, c'est jamais simple. C'est jamais simple parce qu'il y a des quartiers défavorisés, surtout sur Nouméa même, quand vous êtes proche de la SLN. Comme par hasard, étrangement, on a beaucoup de problèmes médicaux, on a beaucoup de cancers de la gorge, on a beaucoup de problématiques de thyroïde. Alors, une relation de cause à effet, moi, je n'ai pas les éléments médicaux, je ne suis pas docteur en médecine pour le dire, mais quand il y a les émanations de fumée de la SLN qui est en bordure d'une ville, chose qu'aujourd'hui on ne pourrait plus concevoir avec les normes de sécurité draconiennes qu'il y a liées aux industries, peut-être qu'il ne faut pas s'étonner que cette population un petit peu ghettoisée aux abords de Nouméa subisse ça. Rivière-Salée est un des quartiers les plus connus aussi de Nouméa, avec sa pauvreté, sa jeunesse pareille, désœuvrée, en perte totale de repères. Et elle côtoie une population calédonienne richissime. Il y a plus de 70 milliardaires sur Nouméa. 70, ce n'est pas forcément un chiffre important, mais c'est considérable. Parce que derrière, si je vous parle de milliardaires, c'est qu'il y a des millionnaires, etc. Donc vous avez quand même des quartiers très favorisés, très riches, des gens très riches à Nouméa. Alors, ce n'est pas un phénomène lié qu'à la Nouvelle-Calédonie. Les gens ont fréquenté dans une vie avant encore les Antilles et d'autres îles du Pacifique et même la Polynésie. On a ce clivage social, on a ce clivage économique où deux mondes se côtoient. Sauf que quand deux mondes se côtoient et que le regard prend ses proportions de violence, de médisance, de jalousie, etc., que derrière il y a des enjeux politiques, bien effectivement, ça donne certains incidents qu'on a pu déplorer à partir de 2014, ou de 2014 jusqu'au premier vol qu'on a vu en 2018, etc. On a eu 4 années difficiles, 4 années de violence, 4 années de pauvreté, 4 années de hausse des prix, parce que derrière, il y a l'impact économique. Et là, j'arrive, mon entrée dans une carrière industrielle à partir de 2012, qui m'a mené jusqu'en 2016, en tout cas sur le Caillou. Je prends la direction d'un site industriel qui est CFP, sur le site de Païta. Donc Païta, c'est une localité qui est à quelques minutes de Nouméa, grand site industriel, puisque divisé en 2 sites. Et CFP est un des deux sociétés à Nouméa, travaille l'acier. Là, je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. L'acier est un élément extrêmement important qui a été dit. Parce qu'à partir du nickel, on fait un truc de l'acier, ça y contribue, notamment sur la galvanisation, c'est extrêmement important. La société CFP et l'autre société qui est Newscope Steel, franco-australienne, là aussi, ça reprend des éléments qui ont déjà été cités tout à l'heure sur la présence australienne en Nouvelle-Calédonie, c'est que ces enjeux sont très, très importants. Parce que l'acier, la matière première, on se fournissait en Chine, on se fournissait en Corée du Sud, on se fournissait en Australie, on se fournissait en Nouvelle-Zélande. Selon les cours de l'acier, forcément, on allait chercher là ou ailleurs, etc. Donc, effectivement, sachant que derrière, le territoire calédonien était quand même le 2e territoire mondial au niveau de sa richesse en nickel, sa richesse terrestre par rapport au Brésil, etc. Donc, sachant qu'on avait aussi 3 sites, vous avez Goro Nickel, qui est un site qui s'est commencé de se construire à partir de 2007 avec des présences de Brésiliens, de Canadiens. Ensuite, vous aviez déjà la SLN, la société donc le nickel, surnommée à même avec Eramet. Et puis, vous avez une autre société qui va se monter
sur Goro, donc au nord de la Calédonie, et qui va prendre aussi une extraction pareille avec des présences canadiennes sur l'extraction de nickel. Donc forcément, ça un petit peu suscite des velléités chinoises, des velléités philippiniennes, des velléités coréennes, mais australiennes. Et c'est vrai que notamment sur ces années-là, on a, j'entendais tout à l'heure citer le nom de la consul australienne qui était présente à Nouméa, forcément, elle était en faveur d'une présence australienne future pour dire nous, on sera présent parce qu'on va vous aider, on va vous favoriser à aller à l'autodétermination pour que finalement, nous, on est là pour vous aider, il n'y a pas autre chose. Alors, forcément, c'est très louable, mais quand dans le même temps, vous avez des consortiums chinois qui essayent de se monter avec un consortium vanuatais plus quelques Calédoniens pour dire nous, on monte une société d'extraction sur le Vanuatu, mais on vient chercher certains gisements dans le nord de l'île de la Calédonie parce que des Calédoniens richissimes nous ont vendu à l'open terre, la population n'est pas dupe. Alors même si vous allez faire la coutume avec un billet de 1000 francs, même si vous donnez un manou, évidemment derrière les revendications indépendantistes, c'est de dire on veut de l'argent, mais on veut garder nos terres. D'où l'ambivalence. D'où le fait que, heureusement, tout ça, c'est des choses qui sont continuellement de discussion, c'est des discussions de coulisses, c'est des manœuvres, des pressions quotidiennes, mais quand vous gérez une société industrielle, vous allez acheter de l'acier en Chine, vous allez acheter de l'acier en Corée du Sud ou même en Australie. Donc, vous allez regarder cette matière première, on discute, ces personnes-là viennent évidemment sur le caillou, il y a des échanges, on discute sur la qualité, etc. Et derrière, l'impact, c'est que la société CFP, on construisait des maisons. Des maisons pas chères, des maisons pour permettre à toute la population de pouvoir habiter, de sortir de la petite cahute ou de la case qu'il y en a qui tient à peine dès qu'un premier vent violent à 200 km/h arrive, ou un ouragan, etc. Donc, c'était la fabrication de structures métalliques, de panneaux métalliques, tout ça à base d'acier laminé froid. Donc, c'est vraiment du profilage à froid qui permet de faire ces U ou des V ou des Z, qui va faire l'armature de la villa, mais aussi qui va faire son ossature et la toiture. Donc, en fait, finalement, vous avez une livraison clé en main d'une villa plein pied, ou d'un abri, quel qu'il soit, avec toute la fourniture nécessaire d'habillage de la villa, des plaques de BA13, du placo, du sol, des mousses d'isolation, etc. Sachant que la toiture, c'est une toiture de tôle ondulée. Et ça, c'était le site qui était amiéen qui, lui, fabriquait la tôle ondulée. Donc, vous voyez, à partir de là, on a deux grosses entreprises, News Copsib, j'irais bien, australienne, et puis CFP qui, pendant que je vais y être, va être racheté par un grand groupe, le grand groupe de Coca-Cola. Coca-Cola est déjà présent aussi avec la licence Coca-Cola en Nouvelle-Calédonie, et qui derrière, ce qu'on appelle le groupe Le Froid, qui prend un tel essor qu'il est, c'est pour ça que je vous disais de gens très riches, parce qu'ils sont à la fois présents sur des concessions automobiles, ils sont présents dans cette industrie-là, ils sont présents dans la distribution de boissons, ils sont présents dans les services bancaires, ils sont présents dans les services de financement, de location, etc. Donc, il faut savoir que ce système d'araignée se met en place et que, finalement, une dizaine de grandes familles détiennent les rênes. Et qu'en détenant les rênes, vous détenez le pouvoir économique, et que derrière, c'est vous qui véhiculez l'exportation ou l'importation. Et que malheureusement, une des problématiques économiques qu'on rencontre dans l'industrie, c'est qu'on importe cette matière première, et finalement, on exporte peu. Et quand il y a eu notamment de gros dégâts en 2012 au Vanuatu, il était devenu difficile de pouvoir exporter une livraison clé en main de maison, parce que déjà, à l'époque, et ça a été dit aux camarades avant moi, on avait déjà une présence chinoise sur le Vanuatu, même les Australiens aussi étaient présents pour dire les Vanuatais, on les connaît, nous on va les aider à reconstruire. Donc, vous voyez,
Ce qui permet aussi en même temps à la population calédonienne de voir que l'indépendance du Vanuatu de 1989 n'a pas donné les résultats autant espérés ou escomptés que vous pouvez penser. Et que de se dire que finalement, aller vers un processus d'autodétermination ou une indépendance associée, qui est un des raisonnements, ou une indépendance pure et simple, ou simplement une certaine souveraineté, d'autonomie élargie, c'est le cas en Polynésie, c'est peut-être pas plus mal. Ça, c'est pour la raison, peut-être, la raison gardée. La richesse du cœur industriel et la difficulté en même temps, c'est que sur un site industriel, eh bien, cette population qu'on rencontre au niveau de l'enseignement, on la revoit entre 30 et 50 ans, même plus, dans l'usine. On retrouve ce mélange interethnique d'une part entre mélanésiens, mais aussi très multiculturel, parce que vous avez un Wallisien, vous avez un Futunien. Il n'allait surtout pas dire à un Wallisien que c'est un Futunien ou un Futunien que c'est un Wallisien, évidemment. Vous avez du mélanésien, vrai Kanak. Vous avez le Vanuatais qui est présent. Parce que le Vanuatais, effectivement, il est là, il arrive, il se part, il repart au Vanuatu, il revient, il nourrit sa famille au Vanuatu, il vient travailler sur la Grande Terre et il travaille dans l'usine. Vous avez des Vietnamiens, vous avez des Philippins. Mais les Philippins, on va surtout les trouver, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, surtout dans le sud, lors de la construction de Goro-Nickel. Et là, pareil, à un moment donné, même s'il y a eu le transfert des compétences, même s'il y a des accords entre les douanes, etc., ça va échapper. Il y aura une part de contrôle de l'immigration, on va se retrouver avec énormément de Philippins. Là aussi, ça va créer des tensions. Là aussi, il y aura des soulèvements indépendantistes pour dire stop, arrêtez de faire venir de la main-d'œuvre étrangère. Mais en même temps, ils ne voulaient pas aller travailler, ils ne voulaient pas favoriser la construction de Goro-Nickel. Ils voulaient, encore une fois, le même principe, revendiquer l'appartenance à la terre. C'est moins revendiqué dans une usine. Dans une usine, chacun a sa place, chacun travaille à son poste de travail, ça c'est ce que j'ai pu constater, et finalement, ce mélange interculturel, il fonctionne bien. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver avec quelqu'un qui vient des îles Salomon, des Samoa, vous avez un Futunien, vous avez un Kanak là à côté de vous, vous pouvez avoir un Vanuatu en face de vous, vous pouvez faire une réunion, discuter avec eux, et ça marche très bien. Ça ne marche plus, et ça c'est comme dans la vraie vie partout, dès qu'il y a une notion de pouvoir, d'argent qui vient les diviser. Et par contre, la notion de chef est très respectée. C'est une chose que je n'avais pas vue depuis très longtemps, que finalement, d'ailleurs on vous appelle chef, c'est drôle, vous êtes en tant qu'un responsable, qu'un simple directeur, vous êtes le chef, parce que vous êtes respecté. Et d'un point de vue relations humaines, ce que j'ai appris dans cette aventure, c'est que le respect, il est profond. Alors, ça paraît curieux, parce que des fois, on se dit, mais on ne comprend pas, il y a des agressions, il y a des actes un petit peu, entre guillemets, racistes, et on peut se demander pourquoi. Oui, mais parce que je vous ai dit, il y a les dérapages, consommation excessive, qui font qu'à un moment donné, tout le monde perd son matin. Mais quand c'est dans le cadre du travail, quand c'est la semaine, rappelez-vous la notion du temps, demain. Je ne viens pas demain, chef, mais je ne suis pas venu hier, chef, mais je n'étais pas bien. En fait, ils ont la sagesse de vous rappeler que ce sont des choses simples qui composent le quotidien. Et finalement, les besoins élémentaires de la pyramide de Maslow, eux, ils les ont bien maîtrisés. Que vous allez peut-être maîtriser un jour, en tous les cas, vous les avez oubliés. Là, c'est aussi une des leçons que j'ai pu retenir de ces années qui m'ont amené entre mes divagations de fonctionnement militaire, de fonctionnement de recherche de l'information, du renseignement, etc., de fonctionnement dans le processus industriel et de vouloir absolument, par exemple, leur imposer de faire un tableur Excel, de me renseigner un tableau de fonctionnement sur le temps que mettait une machine à sortir un profilé. Je crois que ce jour-là, j'ai dû paraître pour un martien. Et finalement, j'ai dû revoir ma copie plus d'une fois pour arriver à me dire, bon,
j'allais m'en occuper. Et que finalement, je leur demandais, ils le faisaient très bien, que peut-être que c'est eux qui avaient raison, que la productivité, ce n'était pas forcément leur créneau. Et que la mesure de rentabilité, c'était encore moins un vocabulaire qui pouvait leur parler. Et que même à l'université, ou encore une fois, la chambre de commerce, ou quand on donne des cours particuliers pour les cadres à venir, hein, encore une fois, c'est jeune, moins jeune, ils veulent évoluer, hein, parce que vous pouvez avoir 10 ans d'expérience professionnelle, être calédonien, et dire, voilà, moi j'aimerais bien suivre une formation comptable, admettons, à Toulouse, et pour ça, on vous fait une remise à niveau. Et le cadre à venir était un système mis en place par le gouvernement, alors financé par des aides de l'État français, mais mis en place par le gouvernement calédonien. C'est pour ça que je reviens sur ce fonctionnement, encore une fois singulier de la Nouvelle-Calédonie, sur son fonctionnement institutionnel, composé, hein, comme je vous ai dit, concret, du gouvernement, de Sénat coutumier. Hein. Le Sénat coutumier, c'est ce droit coutumier encore à part, avec l'aire coutumière, le conseil de l'aire, le grand chef, le petit chef, et qui permettent la mise en place de ces fonctionnements qui peuvent paraître assez atypiques, mais qui fonctionnent. Alors, qui n'ont pas les résultats que nous, on pensera avoir, hein, parce que, effectivement, déjà dans les années 2000, même pour la PACES, hein, pour ceux qui connaissent ce fonctionnement de médecine, donc qui n'existe plus maintenant, mais encore en 2010, la PACES, elle existe. Ouais, mais en première année de médecine, allez demander sur 50 étudiants combien sont vraiment calédoniens, combien viennent de la tribu de l'ère Yadji ou de l'Ifou de Wé. On va peut-être un. Vous voyez? Et donc, les problématiques économiques, sociales, politiques de la Calédonie, non seulement faut sa singularité, mais sa difficulté, mais son charme. Et on ne peut pas passer insensible à ça. C'est-à-dire qu'on a envie qu'ils grandissent, mais ils ont une dynamique. Ils ont une dynamique et notamment extrêmement présent aussi la population. Bon, c'est vrai, je n'avais pas trop parlé, mais polynésienne est très présente aussi hein, sur le caillou, hein, la présence de l'industrie, la présence des études. Et c'est assez drôle parce que la vision polynésienne et la vision calédonienne est assez différente. Elle est encore beaucoup plus sage. C'est contente-toi de ce que tu as et vis l'instant présent. Parce que finalement, regarde, moi j'ai ça. Je me rappelle aussi cette anecdote de, je ne sais plus si c'était un Polynésien ou un Wallisien qui est arrivé un jour pour travailler dans l'usine. Alors moi je parle d'usine, hein, je vous ai dit, hein, on travaille l'acier. L'acier, ça pèse des tonnes. Hein. Vous avez des machines, des plieuses qui font 12 tonnes. Donc si vous mettez un doigt dessus, c'est fini. Le gars, il arrive en claquette. Il a travaillé en claquette. Il m'a fallu 6 mois pour lui faire mettre des chaussures de sécurité. Avec l'idée qu'il ne les enlevait pas. Et cette idée, elle est véhiculée aux autres. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à 24 heures d'avion, 10 heures de décalage. On a un sentiment que vous voyez, toutes les images sont défilées dans mon dos sur ces photos tribales, avec leur identité, la sculpture, toutes ces sculptures kanak. Hein, vous avez pu voir aussi dans mon dos défiler le musée mélanésien. Vous avez vu le centre culturel Djibaou. Djibaou aussi, hein, une personnalité dont on entend beaucoup parler. Dont Emmanuel Djibaou a été aussi le directeur du centre culturel et puis c'est aujourd'hui présent à Paris. Bon, il y a cette fierté. Le peuple kanak est un peuple très fier. Le peuple caldoche, je ne parlerai pas de peuple, mais plutôt cette tendance, cette rivalité kanak-caldoche pour dire la terre est à nous. Finalement, ils vivent très bien ensemble. Et finalement, bon, même si sous les couverts politiques, d'un côté, les pro-indépendantistes, de l'autre côté, les loyalistes, etc., pour dire qu'on veut rester dans la France, on ne veut pas y partir, bon, finalement, on peut se dire que, quelque part, ils sont arrivés à œuvrer ensemble pour ce qu'on appelle le destin commun. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure, la Calédonie, pour moi, reste toujours
un laboratoire extrêmement intéressant, à la fois sur le plan d'enseignement, à la fois sur le plan juridique, comme je l'ai dit, hein, bon, je ne peux pas détailler avec le temps, mais sur le transfert des compétences, sur l'écart entre le droit coutumier et puis notre droit national, et puis ce transfert hein, du droit qui a été fait, sur la notion de géopolitique, sur ces problématiques économiques, sociales extrêmement importantes. Alors, je pourrais encore prendre mon propos et continuer comme ça. Je crois que j'ai bien dépassé le temps, donc je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions. Quelques questions. Période des accords de 2001 et 3 choses, métropole et Polynésie, un peu la pression, malgré les transferts de compétences, malgré le gel du corps électoral, malgré tous les transferts économiques dans ce nord, on arrive un peu à une situation qui n'a pas tant bougé que ça, à savoir l'ethnicisation du vote, les Kanaks votent indépendance, les autres communautés. Finalement, ça donne un peu l'impression d'une société fracturée, voire même un territoire de peuple. Mais je suppose que c'est bien. Enfin, quel est votre analyse sur le processus référendaire et sur la suite? Pour moi, le processus référendaire n'est pas terminé. Alors, ça reste juste un point de vue avec des éléments dont je vous ai un petit peu parlé, mais si vous voulez, on voyait déjà avant 2014 que de toute façon, même s'il y avait un non consécutif aux 3 votes, ils iraient au-delà. Ils iraient au-delà parce que le principe générateur est seul. Il faut avoir ça en tête. C'est que ce soit notre common law, notre droit anglo-saxon, que ce soit notre droit national, le droit de coutume, le droit de la terre, elle n'a rien à voir. Parce que d'abord, il ne s'écrit pas, il se transmet. Et qu'ensuite, il est lié à la terre. Et que pour eux, la terre, c'est leur revendication. Quand ils vont faire des blocages, par exemple, pour les usines de Goro-Nickel, à la limite, ils s'en fichent de savoir que les Brésiliens vont leur donner 500 000. Tant mieux, ils les prennent. Ça, c'est clair. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'ils veulent la terre. Quand ils viennent dans les populations avant 2014 pour dire nous, de toute façon, vous, les Blancs, vous allez partir, on va prendre vos maisons, c'est une manière violente d'exprimer leur mal-être par rapport à ça. Quand ils vont dans les terres à Bouraï, c'est vraiment des terres, des territoires kadosh, ils cultivent la terre, parce qu'eux, ils la cultivent, ils font de l'élevage, qui viennent, qui leur volent du bétail, qui tuent le bétail, ils ne le mangent pas, c'est pas leur truc. C'est pour dire, on va prendre tes terres. Donc, c'est ça qui les anime. Et qu'aujourd'hui, je sais, j'entends, parce que je discute encore souvent en contact, on me dit, écoute, nous, on veut trouver un nouvel accord. Alors, ça n'avait pas été dit jusque-là, parce que même déjà dans la tendance indépendantiste, tout le monde ne s'entend pas. Ce n'est pas toujours évident de faire asseoir tous les leaders indépendantistes, je sais qu'il y en a, à la même table, et pour dire on va voter le même vote, on va faire le même vote. Non, ça, il n'y arrive pas. Et du coup, ce qui explique, entre guillemets, ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé est dû aussi, et vous l'avez souligné tout à l'heure, ils ont préféré rester encore avec la France parce que la vision australienne des choses, ils l'ont vu notamment entre 2006 et 2012. Le système directif australien ne les a pas non plus exaltés. Et le système chinois, de sa façon de faire, alors certes, il y a une grosse machine derrière, il la voit y faire au Vanuatu, il voit aussi des discussions qui ont lieu entre certains petits groupes miniers, dont j'en ai pas parlé, mais qu'il y a sur la Grande Terre, hein, parce que vous avez encore quelques petites familles qui disposent de quelques hectares de terre, et puis qui sont bien en lien avec les investisseurs. Ces investisseurs, ils viennent du soleil levant, ils ne viennent pas des États-Unis. Donc voilà, et ça a créé des craintes. Et comme il fait sa force, que ce soit au peuple kanak ou même d'autres ethnies,
c'est qu'ils sont très fraternels entre eux, ils sont très solidaires. Ce qui fait leur faiblesse, c'est que le jour d'un grand événement, ils s'entendent. Et c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, on n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini d'en parler parce qu'ils savent discuter. Et je ne suis pas surpris de voir que le ministre de Cornu est allé encore récemment et qu'il a déjà, entre guillemets, parlé de projet, de réflexion. Est-ce qu'on aura un nouvel accord? Pourquoi pas? C'est possible. Est-ce qu'on part sur autre chose? Une convention qui pourrait, je vois sous notion d'indépendance, association. Je crois qu'ils ont bien exploré le truc et c'est pas trop ce qui pourrait correspondre. Donc, bon, voilà. Voilà en tout cas mon analyse. Alors, au début des années 2000, on avait beaucoup d'armes de chasse, beaucoup de 230, beaucoup de fusils à pompe, beaucoup de calibre 12, 16, etc., beaucoup d'armes comme ça. Et après, il y a eu beaucoup d'autres arrivées d'armes qui ne sont pas des armes conventionnelles classiques d'armes de chasse. Regardez, il n'y a pas de question sur. Si, moi j'ai une question. Ah, vas-y. Après, je voulais te demander, est-ce que tu as déjà fait un match de volley contre des Wallisiennes? Contre des Wallisiennes, non. Contre des Wallisiens, oui. Et je peux te dire une chose, mais c'est quand musclé. tu joues au match avec une équipe de garçons, tu fais un match de volley contre des Wallisiennes, et ben c'est comme à une époque le foot, à la fin tu perds. Oui, oui. C'est des femmes formidables, elles sont denses, mais elles ont un déplacement tout à fait rapide et surtout un contrôle de la balle incroyable. Donc c'est la Nouvelle-Calédonie. Ouais, parce que je pense que leur point commun, c'est l'état d'esprit. Ils ont un formidable esprit de gagne. Ils vont au bout des choses, quoi. Voilà, en fait, je crois qu'ils ont une qualité, c'est la pugnacité et la ténacité. Ok.